Notre société est en train de se transformer. Allez faire un tour dans des banlieues chaudes, on se croirait dans The Walking Dead. Leur inconséquence conduit à des crises dont nous sommes les victimes, il faut que ça cesse. La classe politique d'aujourd'hui, elle est collectivement responsable de la situation. Mais c'est extrêmement simple de rendre la parole au peuple. Là où c'est devenu un problème, c'est qu'on est devenu un peuple materné. La défense d'un pays passe aussi par la défense de la civilisation. Il y a un mépris d'une classe, d'une caste qui est totalement déconnectée de la réalité. Plutôt que de franciser la Corse, il s'agit de corsiser la France. Les hommes politiques, il n'y a rien de pire sont des gens qui n'ont rien à faire de la France. Beaucoup de nos concitoyens sont désabusés et ils n'y croient plus. On ne peut plus rien dire, on ne peut plus rien dire. Quand on est maastrichtien, on trahit le peuple, point, à la ligne, c'est tout, c'est pas compliqué. Maintenant, on va passer à un sujet tout aussi intéressant avec quelqu'un qui passe pas forcément dans les grands médias, mais on le reçoit. On va parler de la guerre économique, bien entendu. Allez, jingle, on parle de la guerre économique avec Arnaud de Morny. Le clairon. Allez, merci beaucoup, chers amis. Arnaud de Morny, est-ce que vous m'entendez? Très bien. Oui, bonjour, comment allez-vous, Arnaud? Merveilleusement, vu les circonstances. Oui, je sais. Alors oui, parce que vous avez eu un petit problème hier, donc on vous a en tout cas, c'est très bien. Merci d'avoir été là malgré les petits emmerdements, je suis désolé à la trivialité qui vous embrouille, mais vous êtes là et tant mieux. Vous êtes directeur adjoint du Centre de recherche appliquée de l'école de guerre économique et vous venez de faire sortir cette très très bonne revue, La guerre économique, comment gagner. Alors moi, je me suis passionné pour ça parce que je ne suis pas un spécialiste et heureusement, c'est pour ça que ce livre est fait pour les gens comme moi qui n'ont pas trop d'informations là-dessus. Je voudrais qu'on en parle ce matin parce qu'il y a des choses vraiment intéressantes à dire. Arnaud de Morny, d'abord, préambule, qu'est-ce qu'on entend rapidement par guerre économique ? Alors, la guerre économique, donc on peut l'analyser, enfin l'expliquer selon deux angles. Le premier, là, qui est l'angle de la méthode. Donc, en fait, les techniques de la guerre économique, c'est à la fois tout ce qui est les moyens déloyaux, illégaux, voire complètement pourris et dégueulasses, qui sont utilisés par des États ou par des entreprises dans un but. Donc là, c'est le deuxième aspect de la définition qui est l'objectif, d'accaparer la richesse, de prendre le contrôle de biens, de mettre sous dépendance des interlocuteurs et d'une manière globale, c'est d'augmenter sa puissance par l'économie. D'accord. C'est ça la guerre économique. Et c'est une situation qui est anthropologique, c'est-à-dire que l'humanité, de tout temps, a pratiqué la guerre économique, même si on ne le perçoit pas, ou si on l'a oublié. D'accord. Alors, c'est intéressant parce qu'on voulait ce matin, bien sûr, parler de la France aussi, parce que vous en parlez dans cette revue, c'est extrêmement intéressant. Il y a des analyses très intéressantes. Vous allez découvrir des choses, franchement, qu'on n'imagine pas dans un monde extrêmement cadenassé, verrouillé. Vous avez dit avec des agents secrets, enfin, des gens qui font de l'espionnage industriel. Enfin, c'est passionnant. On dirait, c'est pas un roman d'espionnage, mais on apprend des choses très intéressantes. Où finalement, est-ce que la dépendance économique ou la faiblesse de la France de guerre économique est-elle irréversible ou réversible, Arnaud de Morny, ou pas? Alors, il faut comprendre que le nouveau modèle de développement du capitalisme de notre temps, c'est la mise sous dépendance. La mise sous dépendance dans les chaînes de valeur, c'est-à-dire que une entreprise qui prend contrôle sur des métaux rares qui sont indispensables à tous ses concurrents, ou un État qui décide de réduire les exportations de ces mêmes métaux rares. Donc ça, c'est une manière de mettre sous dépendance. Ou bien, c'est ce qu'on peut voir avec les GAFAM, c'est-à-dire une mise sous dépendance, là pour le coup, qui est cognitive, c'est-à-dire que l'usager est tellement orienté vers l'utilisation de produits, et ces produits sont liés les uns avec les autres, qu'à un moment donné, en fait, quand on prend une décision d'achat, quand on prend une décision de consommation, quand on prend une décision... En fait, notre choix a déjà été préorienté, préformaté, et parce qu'en fait, on a été mis sous dépendance cognitive, et donc on utilise les solutions qui, en réalité, sont des vecteurs d'aliénation. Donc ça, c'est une nouvelle forme du développement du capitalisme de notre temps. Alors,
Comme c'est une nouvelle forme, ça veut dire qu'il faut qu'on adopte d'autres manières de l'analyser, de le comprendre et de le combattre. Donc est-ce que la France est destinée à être tout le temps sous dépendance? Je ne pense pas. D'une part, je n'ai pas de vision téléologique de l'histoire, donc il est toujours possible de changer les choses. Deuxième élément, il n'y a que les combats qu'on mène pas qu'on perd tout le temps. Ça, c'est le deuxième élément. Troisième élément, c'est que nous avons des ressources, et c'est un des sujets de notre ouvrage, on a des ressources en France qui permettent, en fait, d'aider à la prise de conscience collective, à participer au réarmement moral, c'est-à-dire qu'en fait, on peut gagner en France, et il est important de le dire, et on a choisi... Le problème, Arnaud de Morny, je me permets de vous couper, mais le seul qui dit ça aujourd'hui, c'est Bruno Le Maire. Donc concrètement, quand il parle, Bruno Le Maire nous dit ça, on n'a pas trop envie d'y croire, hein, oui, mais... économiquement. Vous voyez Alors, disons que il y a loin de la coupe aux lèvres, et il y a toujours une grande différence entre le discours et la réalité. On était censé faire un cloud souverain, même européen. Enfin bon, on pourra discuter si vous voulez de souveraineté européenne ou pas, mais au moins un cloud européen qui s'est transformé en cloud de confiance, et avec comme partenaire AWS. Pour les non-initiés, c'est Amazon Web Services. Donc en fait, on fait rentrer non pas le loup dans la bergerie, mais le troupeau de loups, enfin la harde de loups ou la meute de loups dans la bergerie. Donc il faut être toujours très très lucide et faire la différence entre le discours et la mise en acte. Donc en fait, on n'est pas du tout actuellement dans une mise en acte sérieuse et raisonnable de lutte économique. Donc en fait, pour l'instant, la France, c'est une cible et c'est un territoire de guerre. Mais sur ce territoire de guerre, comme dans notre histoire, il y a un certain nombre d'acteurs qui ont du courage, du panache et un sens de l'intérêt collectif, parce que une entreprise qui ferme, c'est pas juste une perte d'opportunités économiques, c'est pas juste des investisseurs qui perdent leurs avoirs, c'est pas juste un dirigeant d'entreprise qui perd sa direction, c'est l'ensemble des salariés qui, en fait, sont les premiers touchés les premières victimes de la guerre économique. En fait, ce sont les salariés, les petites gens, comme vous et moi, qui, en fait, n'ont pas les moyens de lutter. Et du reste, la plupart du temps, ne savent même pas que leur entreprise est sujette d'une attaque économique. Et pour finir, découvrent, une fois que tout est fermé, tout a été vendu, tout a été démonté, qu'en fait, ils sont des victimes de la guerre économique. Exactement. Et d'ailleurs, on va en parler après. On va continuer, bien sûr, avec vous, Arnaud de Morny, bien entendu. On va en parler de tout ça. Après, on recevra notamment sur ces questions d'emploi la volcanique avocate Alexandra Dupuis. Vous allez voir, elle va nous parler des PSE, elle va parler de licenciement et elle va faire le lien avec ce sujet-là. Ensuite, on aura Xavier Azalbert qui nous parlera de la plainte contre le ministre de la Justice. Et pour finir, Florian Philippot, vous verrez, il va nous parler de l'article 68 de la destitution qui a été refusé en commission des lois. Mais d'abord, on parle de ça. Guerre économique, comment gagner? C'est une très bonne revue. Jetez-vous dessus. Procurez-vous là parce que c'est vraiment extrêmement intéressant, bien documenté, ça vaut le coup. C'est pas indigeste et c'est pour ça que je vous reçois ce matin, Arnaud de Morny. Et merci d'être avec nous. Pourtant, je pensais être roboratif, mais vous me dites que je ne suis pas indigeste, ça veut dire que j'ai bien été accommodé. Exactement. Mais on est toujours bien accommodé sur Toxin Média, mon cher Arnaud de Morny. Merci à tous. Vous êtes près de plus de 2000 à nous regarder. Beaucoup de commentaires, beaucoup de réactions. N'hésitez pas à continuer à partager, à liker, à nous aider. Il nous faut absolument plus de likes que ça sur les pouces. N'hésitez pas à mettre le turbo là-dessus. On continue parce qu'il y a une idée qui est intéressante aussi. Vous dites, il y a plein de choses, il y a beaucoup d'auteurs. C'est un ouvrage collectif, on est nombreux. Nous sommes 13 et il n'y a pas de Judas. Voilà, et pourtant on est le vendredi 13. Donc, c'est formidable. La boucle est bouquée, on peut arrêter là et partir en week-end. Non, je plaisante. Vous parlez du déni de l'administration française et de cette guerre économique. C'est intéressant, ça veut dire que nous avons une administration qui ne prend pas conscience de tout ça, finalement, et qui n'œuvre pas dans ce sens-là pour essayer que la France soit beaucoup plus compétitive. Alors, ce que vous abordez en réalité, c'est que en fait, dans l'intelligence économique, donc l'intelligence économique, c'est très simplement la collecte d'informations stratégiques et l'utilisation de ces informations stratégiques dans l'économie. Bon, donc ça, c'est l'intelligence économique. Il y a plusieurs écoles de pensée dans ce secteur. Il y a l'école de pensée de la guerre économique, que je représente aujourd'hui. Il y a l'école de pensée de la sécurité économique, celle de la compétitivité économique et celle de la diplomatie économique. Les services de l'État
sont plutôt majoritairement dans la culture de la sécurité économique. C'est-à-dire qu'ils considèrent que leur rôle, c'est de défendre les entreprises essentiellement stratégiques. Mais en fait, le temps venant, ça s'est élargi à l'ensemble du tissu industriel ou commercial, puisqu'en fait, il n'y a pas que des entreprises industrielles qui peuvent être l'objet de guerres économiques ou d'attaques économiques, on va dire. Et donc, en fait, les services de l'État, hormis exception récente, ont cette logique de sécurité économique. Donc, en fait, c'est plutôt la mise en place d'indicateurs, d'alertes, de fiches de sensibilisation, de formation, etc. C'est un peu l'idée, on fait une ligne Maginot économique et les entreprises adverses, les compétiteurs adverses ne vont pas... dès qu'ils traversent la zone de tir, on lève les murailles et les choses se passent bien. Mais en fait, on sait bien, l'histoire l'a démontré, que la défense n'est pas efficace contre un adversaire motivé. Le contexte récent l'a démontré. Donc, et puis la ligne Maginot a démontré qu'elle n'avait pas été très, très efficace. Donc le problème, c'est que, nos entreprises ne sont pas vraiment très au courant que certains services de l'État peuvent les aider lorsqu'ils sont victimes d'attaques économiques. Alors si vous voulez, on pourra en donner des exemples d'attaques économiques. Et en fait, la défense, ce n'est pas suffisant quand on est dans une guerre économique. Voilà, donc c'est plus conceptuel, c'est presque philosophique en fait, parce que accepter que les acteurs économiques ne jouent pas le jeu, accepter que la triche, c'est consubstantiel au principe même de la concurrence capitalistique, c'est orthogonal à leur conception du libre-échange comme étant un outil majeur de développement de l'économie et de la prospérité. Et c'est la thèse de Montesquieu du doux commerce qui dit qu'en fait, plus les États font du commerce, moins ils vont se faire la guerre. Nous posons un principe totalement inverse, c'est plus il y a de commerce, plus il y a de guerre, c'est-à-dire de guerre économique. C'est-à-dire que nous, on est dans une position tout à fait opposée à la position de Clausewitz. Clausewitz dit... La guerre, c'est la politique par d'autres moyens. Et donc, ça veut dire que, pour lui, le temps long, c'est la paix, et de temps en temps, il y a des guerres. Nous, on pose un autre diagnostic, qui est que la permanence, c'est la guerre économique, et que dans cette permanence de guerre économique, il y a des pics de violence militaire. Donc, c'est ce qu'on appelle les guerres militaires. Et donc, ce passage culturel, cette autre manière d'analyser le réel en disant... de temps en temps, il y a des crises, de temps en temps, il y a des guerres, mais généralement, on est en paix. Non, on est tout le temps en guerre économique, et de temps en temps, c'est pire. En fait, ça pose un certain nombre de gens au bord de l'abîme et de l'angoisse existentielle. Et je pense qu'un des ressorts majeurs, c'est ça. D'accord. Et c'est intéressant. Là-dessus, je voulais quand même donner une solution. Il nous reste 2 minutes. Cher Arnaud de Morny, je vous remercie d'être ici ce matin sur Toxa Media. Merci de partager cette émission massivement. Est-ce que la relance du nucléaire peut être finalement une des solutions pour entamer ce redressement et participer avec beaucoup plus de force à cette guerre économique, parce que quand même l'énergie, c'est quand même la base de notre activité. C'est essentiel, d'autant plus qu'il y a un lien direct entre conditions de vie et niveau d'énergie produite et consommée. Donc c'est indispensable. Et du reste, dans nos travaux, dans l'encadrement d'étudiants, on a produit un rapport sur les fondations allemandes qui attaquaient le circuit nucléaire français. Et nous avons l'honneur de penser que ça a influencé la rédaction du discours du président de la République sur ce sujet-là, et que le chapitre sur les éoliennes a été remplacé par un chapitre sur le développement du nouveau nucléaire. Et c'est une victoire dont nous sommes assez fiers. Dernière question, Arnaud de Morny. Emmanuel Macron, aujourd'hui, il a pris conscience de cette guerre économique-là ? Ou il fait tout pour qu'on ne la gagne pas, C'est une question que je vous pose. À votre avis, quand il va voir le chancelier allemand, c'est pour le convaincre ou c'est pour lui demander l'autorisation ? Là, je pense qu'il va lui demander l'autorisation, et puis il se met à 4 pattes pour lui demander en plus. Donc c'est moins rigolo, quoi. Donc je ne pense pas qu'Emmanuel Macron ait pris conscience
de la réalité de la guerre économique. Et rappelez-vous son ministre qui nous expliquait que dans le cadre d'une guerre économique, la Russie serait mise à genoux en quelques mois. Les statistiques mondiales démontrent que ça n'a pas été le cas. Oui, effectivement, c'est pour ça qu'on parlait encore de Bruno Le Maire, hein, parce qu'on a quand même une équipe de champions. Et Emmanuel Macron, enfin, c'est quand même le banquier des mauvaises affaires. On nous a vendu le Mozart de la finance, on a eu le Beethoven de la dette. Donc, Je pense qu'il ne comprend pas que, en fait, l'industrie, c'est l'épine dorsale de la puissance économique d'un État. Qu'un État peut être puissant diplomatiquement, peut être puissant culturellement, peut être puissant militairement, mais il faut aussi qu'il soit puissant économiquement. Sinon, on n'est pas pris au sérieux et on est mis sous dépendance. C'est-à-dire que moi, j'ai lu dans certains articles de presse que nos amis américains avaient menacé d'arrêter certaines de nos centrales nucléaires, puisque pendant l'hiver dernier, alors qu'on était en risque de pénurie, etc. Et donc, en fait, quand Alstom est parti, je parle d'Alstom parce que c'est le cas le plus connu, a été racheté dans des conditions tout à fait... C'est exemplaire de ce que c'est qu'une guerre économique. D'ailleurs, on attend un peu les suites de cette affaire quand même, hein, parce que c'était Macron qui était secrétaire général adjoint de l'Élysée aux affaires industrielles, il ne faut jamais l'oublier. Absolument. Et donc, les Américains, ce faisant, avec une législation spécifique qu'ils ont développée, parce qu'un des outils de la guerre économique, c'est aussi le droit, ont mis pression le gouvernement français et le président de la République sur un sujet qui touchait la totalité de la population, par un biais économique. Oui, c'est très intéressant. En tout cas, chers amis, moi, je vous invite je vais récupérer ça, je vous invite à vous procurer ça, Guerre économique, comment gagner, être sous la direction de Christian Arbulot, Nicolas Moinet et vous, Arnaud Demorny. On peut le trouver où, Arnaud, cette revue? Dans toutes les librairies connues. C'est un vrai ouvrage qui est en accès. On peut le commander sur les plateformes de e-commerce aussi. D'accord, ok. Bon, ben, voilà, vous l'avez. Donc, je vous le mets bien à la caméra parce que vous ne le voyez pas. Guerre économique, comment gagner. N'hésitez pas à vous procurer ça. Vous allez voir, c'est passionnant. On n'a pas eu le temps d'en parler, mais parce que vous avez vraiment... vous apprenez qu'on fait appel à des anciens, des renseignements, on fait appel à de l'action directe. Enfin, le service d'action, c'est formidable. C'est pas action directe, c'est le service action. Action, excusez-moi. J'enlève. Service action, pardon. Désolé. Merci Arnaud Demorny d'être venu nous voir. Vous êtes directeur adjoint du Centre de recherche appliquée de l'École de guerre économique. Merci beaucoup d'être passé par nos studios et on se tient au courant comme avec tous mes invités. Merci beaucoup. Allez.